Mesdames et messieurs, bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. C'est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de webconférences organisées par les trois quotidiens du Béarn, la République des Pyrénées, l'Éclair Pyrénées et Sud-Ouest. Trois webconférences que vous pouvez suivre sur les sites internet respectifs de ces deux titres. Deux webconférences qui vont nous permettre de compléter le supplément paru il y a quelques jours maintenant et qui répond finalement aux deux interrogations que vous voyez apparaître juste à côté de moi. Quels moyens pour rester en bonne santé et faire reculer la dépendance? Et puis à partir de lundi, comment accompagner la dépendance et également permettre de soulager les aidants? Ces webconférences sont enregistrées au Centre de Congrès de Pau, Palais Beaumont, devant un parterre à la fois d'invités venus répondre aux questions de la République, de l'Éclair et de Sud-Ouest, mais également devant un parterre d'auditeurs intéressés par ce thème et par ces sujets. Je vais demander à ce qu'on déplace la diapositive pour que vous puissiez voir également apparaître le nom des partenaires de ces webconférences dont le nom s'affiche ici même, qui se sont associés à la réalisation du supplément paru il y a quelques jours dans les colonnes de la République, de l'Éclair et de Sud-Ouest, et qui existe encore de façon digitale sur ces titres. Je vais demander au public présent ici même de bien vouloir se manifester par quelques applaudissements et en vous souhaitant la bienvenue. Bonjour chers amis. Alors, ça n'aura échappé à personne, la France vieillit, les Pyrénées-Atlantiques aussi, l'allongement de la durée de vie, l'arrivée des boomers dans le troisième voire le quatrième âge bouleverse la pyramide des âges. Et dans notre département, par exemple, selon l'INSEE, 38% déjà de la population a plus de 60 ans et 11,7% plus de 75 ans, ce qui est au-dessus de la moyenne nationale qui est simplement à 9,3%. Surtout, les projections de population montrent qu'en 2017, 11% de la population avait 75 ans et plus. En 2040, nous serons 18%. À ces données démographiques s'ajoutent les problématiques de la dépendance. Selon Santé publique France, de récentes estimations laissent présager une augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes de 1,2 million en 2012 à 2,3 millions d'ici 2060. On comprend dès lors l'importance des enjeux de la prise en charge des personnes âgées et c'est le thème de cette première table ronde. Comment permettre aux seniors de conserver leur autonomie et surtout, quels moyens sont mis en œuvre du côté médical, mais aussi du côté des collectivités locales? On verra d'ailleurs combien le travail en réseau entre tous les acteurs est désormais important. Avant de vous présenter l'ensemble de ces acteurs présents ici même autour de la table, Nicolas Robière, pourquoi ça vous a semblé intéressant dans la République et l'Éclair, mais également du côté de Sud-Ouest? Je poserai la même question lundi à Romain Belli. Pourquoi ça vous a semblé important de consacrer ce supplément et ce temps d'échange à ces problématiques? Parce que déjà, c'est les chiffres que vous avez donnés. Il y a un problème il y a un vieillissement démographique de la population, on le sait. C'est beaucoup de lecteurs aussi, et ceux-ci sont confrontés à ce genre de problématiques, qu'ils soient aidants ou qui voient finalement leur dépendance décliner. On fait régulièrement des papiers à ce sujet-là. On trouvait intéressant de réunir des acteurs parmi les principaux acteurs, même si quelques-uns ont été oubliés. J'ai discuté avec un monsieur qui était là tout à l'heure. Compliqué d'avoir tout le monde autour de la table. On a essayé d'avoir des collectivités locales parce qu'elles s'impliquent beaucoup, on va le voir, elles vont le dire. On a essayé évidemment d'avoir des médecins, hein, ils sont là, de différents établissements de santé, pour nous dire qu'est-ce qui est mis en place, parce qu'on sait, l'Agglo de Pau a fait une espèce de petit fascicule sur la santé, comment l'accès aux soins. Il nous paraissait important d'informer le public, notre public, qui peut être âgé, des possibilités qu'il a face aux problématiques du vieillissement. Avant que vous n'interrogiez les invités, permettez que nous les présentions les uns après les autres, sans qu'il y ait d'ordre protocolaire d'ailleurs ou d'ordre d'importance. Le docteur Vincent Daudier va prendre le micro. Il est gériatre à la clinique Marzé. Saisissez-vous d'un micro, vous en avez un ici, docteur. Un petit mot très rapide de présentation de l'établissement dans lequel vous officiez aujourd'hui. Tout à fait, bonjour à toutes et à tous. Donc, docteur Vincent Daudier, je travaille depuis peu à la clinique Marzé, au centre-ville de Pau, médecin gériatre, et je vous présenterai tout à l'heure les activités. Je suis essentiellement sur une activité d'hospitalisation de jour, c'est-à-dire des bilans gériatriques à la journée, et je donne également des avis au sein de l'établissement.
Alors, vous parliez de votre spécialité. Je vais demander au docteur Christophe Sens de prendre également le micro. Vous êtes médecin gériatre également, spécialiste de la maladie d'Alzheimer et des pathologies qui sont apparentées à la maladie d'Alzheimer. Vous êtes chef de service de l'hôpital de jour au centre hospitalier de Pau. C'est bien parce que ces tables rondes vont nous permettre d'avoir un tour d'horizon à la fois des professionnels que vous êtes, mais également des institutions et des maisons auxquelles vous êtes rattachés, de manière également à faire peut-être par des choses et la différence entre les uns et les autres, et en soulignant, on l'a déjà fait dans l'introduction, mais on le refera, la façon dont vous avez pris l'habitude, dont vous savez travailler en réseau, et en particulier sur ce territoire d'ailleurs. Je vous en prie, un mot de présentation du centre hospitalier, en particulier d'ailleurs de l'hôpital de jour que vous représentez aujourd'hui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous permettre de parler d'un sujet très important aujourd'hui, mais qui le sera encore plus demain et dans le futur. Donc, hôpital de jour, en fait, nous avons 4 unités en une, en fait, avec un centre de mémoire de proximité qui est labellisé depuis 2002, un hôpital de jour gériatrique, médecine et moyen séjour, et depuis 2 ans, un hôpital de jour bien vieillir pour repérer les fragilités dont on va parler tout à l'heure. Laure Carrère, est chef de service de santé publique au sein de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Prenez le micro également. Au travers de l'explication de ce qu'est aujourd'hui le service santé publique que vous dirigez, c'est intéressant de souligner à quel point, et parfois on ne s'en doute pas, une agglomération, une collectivité a fléché les sujets dont nous allons parler comme étant une véritable priorité. Et votre service comporte combien de personnes ? Alors bonsoir tout le monde. On est pour l'instant 6 agents. C'est un service qui a été créé il y a tout juste 1 an. Et ça témoigne de la volonté de la collectivité d'agir plus fort sur les questions de santé publique. Alors nous, on développe des actions de prévention sur différents sujets. Je parlerai notamment de ce qu'on fait auprès des seniors, mais d'autres services de la collectivité ont une action auprès des seniors qui contribue à proposer des conditions favorables à la santé. Alors, pas très loin de vous, le docteur Jean Lacoste aurait pu s'exprimer comme élu de la ville de Pau, mais c'est comme conseiller départemental que vous allez prendre le micro, cher Jean Lacoste, aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes, cela dit, avant tout médecin gérontologue. Vous connaissez donc ces sujets de façon tout à fait personnelle. De quelle façon un conseil départemental aujourd'hui prend à bras le corps ces sujets? Il y a bien sûr les obligations données par les différentes dispositions qui font que, mais il n'y a pas que ça, je crois, aujourd'hui. Oui, vous avez raison de souligner d'abord bonjour à toutes et tous que je suis un peu le couteau suisse, moi, dans ce débat, parce que vous avez rappelé que je suis médecin, effectivement, avec un tropisme de gériatre, adjoint au maire de Pau et conseiller d'agglo où je m'occupe des questions de santé. Mais je suis, moi, ici, vous avez raison de le souligner, au titre de mes fonctions au conseil départemental où je m'occupe des politiques de l'autonomie. Alors, le département, on aura l'occasion d'en parler plus en profondeur, le département, c'est vraiment l'institution de référence dans cette politique-là. Il faut savoir, et je suis très heureux d'avoir l'occasion aujourd'hui de pouvoir faire un peu la promotion du département, parce que le département est souvent un peu éloigné des citoyens. Mais le département s'occupe de la vie de chacune et chacun d'entre nous, de la naissance jusqu'à la mort. C'est-à-dire que là, nous nous intéressons aux questions de la fin de l'âge, de la fin de vie ou de la prévention de l'évolution vers la fin de la vie. Le département, il faut que vous ayez en tête que son cœur de fonction, son cœur de métier sont les solidarités. Et au sein des solidarités, l'un des postes les plus importants, c'est toutes ces politiques qui sont déployées pour prévenir la perte d'autonomie, mais ensuite prendre en charge, on en parlera je crois dans la deuxième table ronde, les questions de la dépendance. Et pour vous donner un ordre d'idée, en termes de moyens, le département, le nôtre, c'est à peu près 700 000 dans les Pyrénées-Atlantiques. Le budget départemental est aux alentours de 800 millions. Nous consacrons plus de 50% aux solidarités. Et dans ce budget, il y a plus de 200 millions qui sont consacrés aux questions liées à l'autonomie. Donc ce sont des sommes et des volontés politiques majeures sur lesquelles j'insisterai tout à l'heure. On va y revenir en effet dans quelques minutes. Nous avons également autour de la table Olivier Patrouix, qui est audioprothésiste et qui est fondateur des centres audition Label Son, alors à Pau, à Orthez, à Arzac, à Sarcastel, je risque peut-être d'oublier certains
certains lieux, vous m'en excuserez. Maître Audio, qui est le label que vous mettez en avant au sein de vos établissements, est le premier label qui atteste de la qualité de service des professionnels de santé auditive indépendants. On peut faire en parallèle, les labels, on les connaît par exemple dans la nourriture, dans l'alimentation, on voit à quel point c'est important de se référer au label pour faire des choix. C'est la même logique dans votre métier, c'est la même logique dans ce que vous faites aujourd'hui. C'est important d'être labellisé. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, c'est important, bien sûr. Alors, bon, nous, on est installés à Pau depuis 30 ans. On a une dizaine d'agences sur le département. Et on essaie de faire de la prévention de l'appareillage auditif pour essayer de diminuer le déclin cognitif, ce qui nous intéresse ce soir, mais aussi de la prévention et du dépistage au cours des Journées nationales de l'audition qui se passent au mois de mars chaque année depuis une vingtaine d'années. Donc tout ça fait partie de notre pratique. Voilà. Et avant de donner le micro à Romain Belli pour la première question, saluons la présence de Florence Perrin parmi nous, responsable du pôle santé publique pour l'Agence régionale de santé des Pyrénées-Atlantiques. Le département, on en a parlé, l'agglomération, la ville, on en a parlé. Il nous reste à évoquer l'ARS qui a pour mission de déployer la politique du ministère de la Santé et de la Prévention à l'échelle locale afin de répondre aux besoins en matière d'offres de soins et de prévention en amont. Ma première question, elle est presque toute simple. Entre les uns et les autres, est-ce que vous avez l'impression qu'on est capable de bien flécher les responsabilités des uns et des autres? Est-ce qu'on est capable de bien articuler, de bien comprendre ce que font les uns et les autres sur un sujet qui, comme cela, touche toute strate de personnes et toute strate de société? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est un sujet qui nécessite l'implication de tous. Donc on arrive facilement à se coordonner en essayant d'avoir toujours des actions complémentaires. Mais parce que nous, ARS, on n'est pas capable de faire tout seul, donc on s'appuie sur le département, on s'appuie sur les collectivités, on s'appuie bien évidemment sur les établissements de santé, sur les établissements médico-sociaux, pour pouvoir mener en fait une politique qui puisse avoir de l'ampleur et qui puisse intervenir sur tous les niveaux. Romain, il vous revient d'ouvrir le feu des questions, d'entrer dans le vif du sujet avec des praticiens, avec des représentants de collectivités. Quelle première question vous souhaitez leur poser ? Je pense que, Eric, le mieux, c'est qu'on commence par une petite définition. On a 2 tables rondes, on va parler de l'autonomie, on va parler de la dépendance. C'est beaucoup de concepts qu'on a du mal à cerner. Alors, je ne sais pas à quel médecin me vouer. Je vais peut-être commencer avec le docteur Sens. Qu'est-ce qu'on appelle l'autonomie et quand est-ce qu'on y rentre dans ce stade de la vie, docteur ? Alors, excellente question, puisqu'il n'y a que des excellentes questions. Donc, très brièvement, parce qu'en fait, je pourrais parler pendant 2 jours sans vous avoir répondu, donc je vais faire beaucoup plus court, en 2 minutes, promis. Top chrono. En fait, depuis les années 80, on s'intéresse réellement au vieillissement et à la qualité du vieillissement. On parle d'ailleurs de vieillissement réussi, pathologique ou physiologique. Dans les années 80, on a commencé avec Bouchon et Rockwood notamment, et puis après, on a un petit peu développé avec finalement 3 états. Donc ce ne sont pas des maladies, c'est réellement des états pour définir l'état de la personne, à savoir la robustesse qui est, on va être positif, l'état dans lequel nous sommes tous dans cette salle, toutes et tous, pardon, c'est-à-dire des capacités intrinsèques qui vous permettent finalement de pouvoir interagir, de pouvoir gérer physiquement, cognitivement, socialement, tout ce que vous devez faire dans la vie de tous les jours. On est autonome à ce moment-là. Quand est-ce qu'on y rentre ? C'est finalement pendant l'enfance où on acquit progressivement, plus ou moins tardivement, on est plus ou moins précoce. Ensuite, on a un 2e état, qui est l'état de fragilité dont on va parler là, qui est un état dont ce n'est pas une maladie, qui est extrêmement important à repérer puisque c'est un état qui est réversible. On peut agir sur cet état-là. Cet état fait que les capacités intrinsèques vont progressivement diminuer du fait d'une diminution des réserves physiologiques et finalement la personne petit à petit, sans forcément s'en apercevoir, va progressivement donc perdre ses capacités et perdre d'autonomie, c'est-à-dire quelque chose qui est encore réversible, donc on en parlera aussi dans les 2 tables rondes. Si on ne fait rien, si on n'agit pas, on arrivera à un état de dépendance qui est l'état ultime et qui est l'état qui n'est pas réversible. Là, les capacités sont perdues. Donc, en fait, tout ce dont on va parler là, et donc, vous allez voir, c'est vraiment un travail de réseau, chacun a besoin des autres.
c'est de pouvoir non pas éviter le vieillissement, parce que ça c'est pas possible, ne pas éviter la mort, c'est pas possible non plus, mais vraiment retarder l'entrée en dépendance et l'entrée dans une cascade physiologique qui font qu'on est moins bien et on perd ses capacités. 2 jours en 2 minutes, bravo. Docteur Daudier, peut-être une précision, à quel âge, en moyenne, on rentre dans ce stade de la perte d'autonomie? Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge? Si j'avais une réponse, ce serait fantastique. On considère qu'il n'y a pas d'âge. Quand on prend nos études françaises, on parle de personnes âgées à partir de 75 ans. L'OMS, au niveau international, parle plutôt de 60 ans. Et c'est ce qu'on a un petit peu, d'ailleurs, c'est la tranche qu'on a dans nos pays au niveau social entre le handicap et ensuite l'autonomie qui va passer en fait après 60 ans. Ce que je voudrais rajouter, moi, par rapport à ce que dit le docteur Sens, cet état de fragilité, c'est quelque chose de très important. On va vraiment y revenir dessus tout à l'heure. Il faut vous dire que, gériatriquement parlant, on parle d'autonomie lorsqu'on est capable d'accomplir en fait 6 actes de la vie quotidienne qui sont se laver, se vêtir, se déplacer, faire des transferts, assurer ce qu'on appelle l'élimination urinaire et fécale. Ça, c'est l'autonomie pour nous au sens gériatrique du terme. Du moment que vous allez avoir besoin d'une aide, ne serait-ce que partielle, une aide technique, une aide humaine ou une aide complète, on va commencer à parler de perte d'autonomie. Et c'est ça qu'il va falloir repérer, et c'est vraiment ça qui va être, je dirais, la chose la plus importante pour nous. Un point important par rapport à l'autonomie également, il faut vous dire que quand on parle d'autonomie, on en a entendu et les acteurs sont là, il y a bien sûr un côté médico-économique derrière, ce n'est pas celui qui va nous importer au niveau médical. Nous, ce qui va nous importer, en fait, c'est surtout la qualité de vie de nos patients. Il faut vous dire que quelqu'un qui perd de l'autonomie, c'est un patient qui va perdre de la qualité de vie. Alors quand tout va bien, comme dit le docteur Sens, quand on est robuste, on ne s'en rend absolument pas compte. Sauf que quand vous commencez à marcher avec un déambulateur, avoir besoin de quelqu'un qui vient vous aider pour la toilette, eh bien, la qualité de vie des gens, elle est perdue, elle est diminuée en tout cas, et c'est ce qui est ressenti comme tel, et c'est vraiment contre ça qu'on lutte actuellement en gériatrie. Justement, on va parler notamment de ce que vous offrez dans vos établissements à ce titre-là, mais est-ce que vous avez le sentiment, le docteur Sens, de parler depuis le début des années 80, on s'intéresse, on va dire, à ces problématiques. Est-ce que entre les années 80 et maintenant, j'imagine, on va dire que la prise en charge s'est améliorée? Oui, heureusement. Heureusement. En fait, maintenant... Vous auriez travaillé 40 ans pour rien. Mais... Personnellement, 40 ans, je pense... pas vous. Excusez-moi. Mais je suis très, très robuste. Ça arrive. Non, en fait, oui, ça évolue. Maintenant, on parle beaucoup de gérosciences. C'est-à-dire que maintenant, on se focalise beaucoup sur la biologie du vieillissement. C'est-à-dire essayer d'expliquer pourquoi les personnes vieillissent moins bien que d'autres. La qualité de vie, comme disait mon ami Vincent Daudier, c'est la base, c'est fondamental. On sait que la biologie de vieillissement, finalement, est différente d'une personne à l'autre. Et donc, cette recherche, qui est active en ce moment, est basée sur la recherche de biomarqueurs, ou en tout cas de marqueurs, qui nous permettraient d'agir en amont même de la fragilité, et donc d'être encore plus précoce. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la grande évolution, au-delà de travailler en réseau, ce qui est fondamental, c'est aussi le côté intégratif de la médecine. C'est-à-dire que maintenant, on sait que de s'intéresser uniquement à un seul domaine est absolument inefficace. Je m'explique. Si on a quelqu'un qui chute et qu'on ne s'intéresse qu'à la chute physiquement, on va peut-être répondre et trouver une solution, mais finalement, on va passer à côté de beaucoup de choses qui peuvent expliquer eux-mêmes la chute. Il y a toujours une interaction ou des interactions de plusieurs critères par rapport à la chute. Ça peut être le sommeil, ça peut être la dépression. S'il y a la dépression, peut-être que la personne va moins bien manger, etc., la cognition. C'est pour ça que finalement, on va faire des évaluations qui vont, encore une fois, vraiment interagir et, enfin, en tout cas, prendre la personne dans sa globalité physique et environnementale. L'objectif, c'est, comme disait, pardon, excusez-moi, je cite un ancien méconnu béarnais, Louis Barthou, qui disait « La vieillesse peut devenir une parure
pas une abdication. Donc encore une fois, c'est vraiment de pouvoir mettre tout en place pour prévenir une entrée en dépendance beaucoup plus précoce. Fragilité, c'est pas de... en tout cas, l'objectif n'est pas forcément d'éviter la perte, encore une fois, mais essayer de la retarder. Docteur Daudier, vous vouliez... Compléter le propos de mon confrère, effectivement, j'espère en tout cas que nos parcours de soins se sont améliorés. Le docteur Sens le disait, on a vraiment maintenant une bien meilleure connaissance de ce qu'est le vieillissement, avec, comme il disait, des biomarqueurs. Il faut vous dire quand même que la spécialité de gériatrie est une spécialité relativement jeune, hein. Ça fait 5 ans que c'est devenu une spécialité médicale dans nos internats de médecine, ce qui montre que ça fait pas très longtemps. Par contre, ça commence à faire vraiment une trentaine d'années, effectivement, qu'on voit arriver des flots importants de patients âgés. Et il faut vous dire que c'est quand même une révolution dans notre médecine, hein. On a une médecine qui est basée sur de la spécialité d'organes, hein, sur de la prise en charge très aiguë. Et on nous demande désormais de faire de la prise en charge donc globale, comme le disait le docteur Sens, et avec des populations qu'on ne connaissait pas et pour lesquelles on sait très bien que, comme disait le docteur Sens, une chute, il n'y a pas qu'une chute, il y a souvent un problème cardiaque, un problème de nutrition derrière, un problème cognitif éventuellement. Sauf que la patiente qui chute va se retrouver dans un service d'orthopédie, par exemple. Et derrière, vous imaginez bien que si on veut avoir une prise en charge globale, il faut bien sûr qu'il y ait l'apport du gériatre pour venir améliorer ce qu'on appelle maintenant désormais des parcours de soins chez ces patients-là. Et c'est vraiment à cela qu'on s'attache quotidiennement, hein, les uns comme les autres, hein, dans nos services, à faire ce type de prise en charge. C'est ce que vous disiez dans la préparation de cette table ronde, c'est qu'on aide les gens à rester le plus autonomes le plus longtemps possible. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement avant les premiers signes à Marzé? C'est difficile à palper, ça. Alors, c'est pas évident, d'autant plus que il faut vraiment que, je vous disais, c'est quelque chose qui est assez nouveau, notamment ce concept de fragilité dont on parle. On commence à en entendre parler de plus en plus dans les revues médicales scientifiques. On reçoit des patients qui sont orientés la plupart du temps par les confrères médecins généralistes, donc de ville. Parce qu'il faut vous dire que quand on les a dans les services hospitaliers, certains confrères spécialistes d'organes ont l'œil assez attentif et nous disent « Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est au-delà de ma spécialité, est-ce que tu pourrais venir faire une prise en charge globale ou une évaluation globale ?» On en a quelques-uns, mais la plupart de ces patients-là sont pour nous des gens qui sont encore à domicile, qui sont encore autonomes, qui ont un bon niveau d'autonomie à domicile et qui vont la plupart du temps être repérés et orientés médicalement par les médecins généralistes. Alors on est de plus en plus sollicité aussi par le médico-social, je dirais, tout ce qui va être infirmière, enfin médicale, infirmière, aide-soignante, les services de soins à domicile, ainsi de suite, les assistantes sociales de secteur de temps en temps qui peuvent nous solliciter. Mais vraiment, voilà, nous ce qui est fait sur l'hôpital de jour, ce sont des patients encore autonomes et qui sont orientés, sur lesquels on va venir regarder ce qu'on appelle leurs capacités intrinsèques. Alors les capacités intrinsèques, quelles sont-elles? Ça va être le physique des patients qu'on évalue, ça va être la cognition, ça va être tout ce qui est sensoriel. Monsieur Patrouix connaît bien ça, hein. On passe par la vue, on passe par l'audition notamment, ça c'est des choses importantes pour nous. Il va y avoir tout le côté psychologique également, on a tendance à l'oublier, mais c'est une notion qui est... Alors on se dit toujours que les personnes âgées ne souffrent pas psychologiquement, c'est pas vrai du tout. Voilà, on est aidé pour ça dans nos hôpitaux de jour par des professionnels paramédicaux. Je prends l'exemple de la Polyclinique Marzé, je travaille avec une diététicienne qui va s'occuper de tout le côté nutrition, je travaille avec des kinésithérapeutes également, on travaille avec une psychologue qui intervient, neuropsychologue si besoin pour tout ce qui est cognition, bien sûr tous les bilans d'imagerie qui sont nécessaires médicalement pour nous, IRM cérébral quand on parle de maladie d'Alzheimer ou apparentée, et ainsi de suite. Voilà, les bilans sont faits sur la journée chez ces patients-là. Jean Lacoste, vous êtes médecin de ville, on entendait des hospitaliers, puis on reviendra auprès du docteur Sens pour parler aussi du parcours de soins d'hôpital de jour et des innovations que vous pouvez avoir, et on pourra en revenir sur Marzé. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que médecin, qu'on prend mieux en charge ces personnes âgées désormais, que ça n'a pu l'être à un moment
où voilà, on les soignait chacun sa spécialité. Vous me direz que le généraliste, peut-être, mais vous êtes entre les deux, avait finalement une capacité à voir ces fragilités. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent et dont vous parlez depuis longtemps avec vos patients, pardon? Moi, je pense, oui, qu'on prend en charge beaucoup mieux aujourd'hui qu'on ne le faisait, ne serait-ce qu'il y a 30 ans, lorsque je me suis installé. Il n'y a pas de secret dans la pyramide des âges, 34 ans exactement. Moi, j'ai été un des premiers. Il y avait un certificat de gériatrie à l'époque. Ce n'était pas une spécialité reconnue, c'était un diplôme universitaire. J'ai été un des premiers à m'installer. Mais aujourd'hui, oui, on prend mieux en charge les seniors, les personnes âgées, c'est sûr, parce qu'on s'est bien aperçu qu'il ne s'agissait pas de développer une médecine en silo, avec une vision, une visibilité telle que vous la décriviez. Le cardiologue regarde les problèmes cardiaques, le néphrologue regarde les problèmes de rein, le gastro-entérologue regarde les problèmes digestifs. Mais le généraliste, sa vocation, c'est, je vous invite à venir assister au concert de l'Orchestre symphonique ce soir, c'est d'être le chef d'orchestre. Ce soir, c'est à 20h. C'est très très bon pour les capacités mnésiques aussi, la culture. Le médecin généraliste, c'est un chef d'orchestre. C'est-à-dire que lui, il doit piloter et être à l'affût de cette intégration des différentes pathologies. Mais le gérontologue, le gériatre, c'est encore un super chef d'orchestre parce qu'il doit avoir une visibilité, une vision générale, transversale des problèmes, mais avec une complexité quand même qui est beaucoup plus importante parce que, comme vous l'ont dit les médecins qui sont à côté de moi, une chute, c'est pas simplement je bute sur un tapis et je tombe. C'est est-ce que la personne y voit? Est-ce qu'elle est dénutrie? Mais si elle est dénutrie, est-ce que c'est parce qu'elle ne se fait plus à manger parce qu'elle a des troubles cognitifs et qu'elle vit seule? Ou est-ce que c'est parce qu'elle ne voit pas bien ce qu'elle fait à manger, donc l'appétit, les propriétés organoleptiques de ce qu'elle mange n'existent plus? Tout ça, c'est infiniment complexe. Donc oui, en médecine de ville, aujourd'hui, on prend mieux en charge les personnes âgées. Mais je vais quand même y mettre un bémol, c'est qu'il ne vous a pas échappé que, je crois que c'est Éric Dournès qui nous a donné quelques chiffres tout à l'heure de l'évolution de la démographie des personnes âgées. Et on aurait pu parler aussi de la démographie médicale. Bon. Alors, s'il y a bien un domaine dans les politiques publiques qui est prévisible, c'est celui de la démographie. Moi, je dis toujours, la démographie est une science têtue, et c'est une science qui ne vous offre pas de surprise. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de phénomène économique intercurrent. Vous regardez la démographie d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, les décideurs, les politiques étaient tout à fait en capacité de dire dans 30 ans, nous aurons dans les Pyrénées-Atlantiques X% de plus de 60 ans et X% de plus de 75 ans. Donc il nous faudra tant de médecins. Et vous voyez bien que les choses ne se sont pas tout à fait passées de cette manière-là. Donc c'est tout ça qu'il va falloir que l'on corrige. Mais oui, aujourd'hui, les personnes âgées en médecine de ville sont mieux prises en charge lorsqu'elles arrivent à accéder à une prise en charge médicale. Voilà ce que je peux dire. On espère qu'elles y arrivent, qu'elles finissent par y arriver. Oui, c'est compliqué, vous savez. Je ne sais pas à quel moment de cette table ronde vous allez vouloir vous hochez la tête. Les deux spécialistes, vous hochez la tête quand il dit c'est compliqué ou quand je dis on espère qu'elles y arrivent. C'est intéressant, ça. Les deux. Bon, merci de la réponse. Je ne sais pas à quel moment vous allez vouloir que nous parlions de démographie médicale, mais il va falloir en parler. Non, bien sûr. Aujourd'hui, à Pau, c'est un problème, moi, avec d'autres, que nous prenons à bras-le-corps, en particulier la cellule de travail de l'AGLO, d'essayer d'attirer des jeunes médecins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Pau devient progressivement un désert médical. Enfin, mes collègues ne vont pas me dire le contraire. Et que nous avons à peu près 70% des médecins qui ont plus de 55 ans. Aujourd'hui, quand vous cherchez un médecin généraliste à Pau, 95% des généralistes vous disent « je ne prends plus de nouveaux patients ». Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'il va falloir aborder dans cette... Un autre sujet aussi, j'ai été témoin, c'est que de moins en moins de médecins ne veulent se déplacer à domicile. Ça va être plus compliqué pour les personnes âgées. Mais... Voilà, là aussi, ce sont les vieux dinosaures qui se déplacent à domicile. Il y en a encore quelques-uns auxquels j'appartiens. Mais bon, vous m'interrogez avec ma casquette de médecin, mais je vous parlerai tout à l'heure de ces questions-là avec ma casquette de le médecin a tapé sur le départemental. politique. J'espère que le politique saura répondre. Oui, mais je suis assez réaliste sur ces sujets-là. On voit que les casquettes sont juste à côté. Docteur Sors, on a un peu évoqué la prise en charge à Marzé, l'accompagnement du bien vieillir et sur les premiers signes. Comment vous faites à l'hôpital? Est-ce qu'il y a un signalement? Et puis dès ce signalement, qu'est-ce qui se met en branle à l'hôpital? Alors, donc, on a un hôpital de jour bien vieillir qui existe depuis 1 an et demi, en partenariat. Enfin, c'est un travail
qui a commencé il y a 9 ans avec le département et à l'ARS, et notamment le docteur Bellico du département, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. On a travaillé en réseau, on continue de travailler en réseau justement pour essayer de repérer ces personnes-là. On a l'impression qu'en effet tout le monde a la même chance d'accès aux soins, ce qui n'est pas le cas. Et c'est justement un des critères de fragilité. Donc on a mis en place, notamment avec le département, la possibilité d'envoyer des courriers à certains aidants. On reviendra sur les aidants parce que c'est vraiment important. Je sais qu'il y a la deuxième table ronde, mais c'est aussi, c'est prévu. Ça fait partie aussi de la fragilité. Et donc on voit aussi, on suit des gens aussi, notamment au niveau du centre de mémoire de proximité, des gens qui ont des maladies d'Alzheimer ou des maladies apparentées. Et donc forcément, on a devant nous les aidants qui sont qui sont parfois fragiles. Pour l'hôpital de jour, en fait, c'est une évaluation sur une journée. Et comme disait le docteur Daudier, c'est une évaluation sur la mémoire, sur le moral, sur la nutrition, sur la marche, sur le sommeil. Sensoriel, bien évidemment, c'est extrêmement important pour pouvoir interagir, visuel et auditif. L'alimentation, j'en ai pas parlé. Et puis le côté social aussi, le fait de se sentir isolé. Donc il y a une évaluation, les gens font un bilan ensuite avec l'infirmière et le médecin, on fait des propositions devant chaque thématique et on a nous aussi des ateliers de prévention sur la nutrition, sur la marche, notamment la gestion du traitement et ensuite on fait des propositions in situ vers nos partenaires extérieurs. La personne doit être réellement tout le temps, mais encore plus dans la fragilité, active et actrice de ce que l'on peut proposer. Et donc, elle doit choisir, elle peut choisir, il faut qu'elle choisisse. Et ensuite, on a un suivi à 1 mois, à 6 mois, et une réévaluation complète à 1 an pour voir justement un petit peu comment les choses évoluent. Entre le diagnostic et la prise en charge, ça se passe dans la journée ou les premières décisions se prennent le soir? Alors, on n'est pas vraiment dans le diagnostic parce qu'on n'est pas dans la pathologie. Là. On est dans la fragilité, donc on n'est pas réellement dans le soin non plus. On est en amont, mais c'est vrai qu'on parle de diagnostic parce que des formations professionnelles, ça se fait dans le même temps, oui. Alors on a parlé justement du réseau mémoire, de ces liens tissés. Ça fait plusieurs fois que vous dites on travaille en réseau. Donc est-ce qu'on peut expliquer qui fait quoi dans ce réseau? Je crois que les collectivités locales, là, elles ont leur rôle. L'Aglo de Pau, je crois, Madame Carrère, intervient là-dessus, fait des propositions, notamment au niveau des ateliers. On en a parlé avant de préparer. Vous avez des propositions d'ateliers, en gros. Oui, alors prévention. je vais parler de ce qui est surtout développé par nos collègues du Centre communal d'action sociale de Pau. Ça peut être des propositions qu'on va trouver aussi dans d'autres centres communaux d'action sociale sur notre territoire. À Pau, il y a en effet des activités en faveur de la lutte contre la perte de mémoire, des ateliers mémoire, mais pas uniquement, parce que dans une approche de prévention, on va travailler sur le multifactoriel. Donc on va aussi proposer des activités physiques et sportives pour les seniors, des offres qu'on peut trouver au sein du CCAS, mais pas que. La direction des sports va aussi proposer des activités sportives qui vont être majoritairement utilisées par des gens à la retraite. La moyenne d'âge de fréquentation de ces dispositifs, c'est un peu plus de 60 ans. Donc de l'activité physique qui participe évidemment au bien vieillir, des ateliers nutrition, vous en parliez. Alors on n'est pas forcément hyper coordonné entre ce qu'on va faire côté CCAS, ce qu'on va faire nous au service santé publique ou ce qu'on va pouvoir trouver dans d'autres associations. Mais moi je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas très grave. Plus il y en a, mieux c'est. Par contre, une des difficultés, ça va être pour les personnes d'identifier où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces ressources pour s'en saisir. Donc je vous ai parlé d'activité physique, je vous ai parlé d'un travail sur l'alimentation et je vous ai parlé d'accéder à l'information. Donc c'est le moment où je vais faire un peu de pub. Vous êtes là ça pour va ça. pour vous? Allez-y. Montrez-le. Voilà, donc je le présente. Santé. Donc c'est le guide santé qui vient d'être réalisé par les services de la communauté d'Aglo. Ça on le trouve où?
Alors, on le trouve. Alors, j'ai un sac où j'en ai pris plusieurs exemplaires que je peux distribuer gracieusement à la fin de la rencontre. Vous le trouvez en ligne sur le site de la ville de Pau. Alors, il n'est pas uniquement dédié aux seniors. Il rassemble des informations sur les services de santé et de prévention pour tous les âges, de la petite enfance aux seniors. Mais on a fait en effet 4 pages qui sont dédiées à la santé des seniors, avec les lieux de consultation qui viennent d'être évoqués, toutes les activités de prévention, tous les dispositifs, et on va en parler je crois ensuite, les dispositifs d'aide aux aidants. Donc c'est un document qui peut être intéressant pour les seniors eux-mêmes comme pour les aidants. Voilà. Au niveau de l'ARS, je crois que vous avez signé aujourd'hui un contrat local de santé avec l'agglo de Pau. Tout à fait. Jean Lacoste pourra nous l'expliquer aussi. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert, ça? Donc un contrat local de santé, c'est un contrat, tout à fait, comme son nom l'indique, qui est signé, qui est coporté avec la collectivité. Donc l'ARS est la collectivité qui coporte ces contrats locaux de santé. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on en a 4 dans le Béarn, 5 dans le département. Donc ces contrats locaux de santé, comment ça se passe? On réunit les principaux acteurs du territoire. Donc ça concerne les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, les institutions, les collectivités, mais aussi les associations et aussi les représentants d'usagers, bien sûr, évidemment, ils sont invités. Et on essaye de réfléchir, d'identifier les besoins du territoire. Alors ça concerne les seniors, mais pas que, ça concerne toute la population, toute thématique, que ce soit la santé-environnement, que ce soit l'accès aux soins, que ce soit la prévention, que ce soit la lutte contre la perte d'autonomie. Et à partir de ça, on se met d'accord sur des actions concrètes qui répondent vraiment aux besoins qui a été identifié sur le territoire. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je vous cite quelques actions concrètes. Vous avez des exemples d'actions. Tout à fait. Donc, je vais commencer, comme vous avez cité, que le CLS, donc Pau-Béarn-Pyrénées, est signé aujourd'hui. Donc lui, il a des actions, je pense que M. Jean Lacoste et Mme Carrère vont compléter, mais moi j'ai une action en tête, c'est l'idée de valoriser et de permettre l'usage d'un outil pour tous les professionnels de santé qui permet de remonter les données sur les patients. Derrière, ça permet d'identifier s'il y a des ruptures de soins. Voilà, si le patient, il faudrait qu'il ait accès à une certaine spécialité. Ça permet de le recenser, d'en faire retour au médecin traitant, voilà, pour pouvoir mieux orienter ensuite la prise en charge. Donc ça, c'est pour celui de Pau-Béarn-Pyrénées. Il y a déjà une action alors qui vient d'être signée aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Parce qu'avant de se mettre d'accord sur les actions, on les a bien anticipées. J'imagine. Voilà. Vous avez d'autres exemples peut-être dans l'Ouest ou ailleurs? Tout à fait. Donc au niveau de l'Est Béarn, par exemple, donc c'est un contrat local de santé qui regroupe les communautés de communes Louis-en-Béarn, Naï et Nord-Est Béarn. Donc on a une action sur, c'est un autre exemple, sur sécuriser le logement de la personne âgée. Parce qu'il avait été identifié dans ces populations parfois rurales que la personne elle n'avait pas un logement adapté à ses limitations fonctionnelles, par exemple. Donc là, c'est l'association Solia qui met en place des ateliers qui s'appellent les ateliers bien chez soi, avec comment améliorer le confort de ce logement, quelles sont les postures à adopter. Donc bien sûr, sont conviés les personnes en situation de fragilité, mais aussi les aidants, et aussi parfois les aides à domicile. Voilà, pour essayer de mieux identifier. Et ces ateliers peuvent ensuite déboucher à des propositions d'aménagement de l'appartement, parce qu'il y a des offres gratuites, il y a des choses, des rénovations possibles gratuitement. Et donc voilà, à partir de ce diagnostic, on peut aboutir à des travaux, typiquement. C'est des ateliers facilement, on peut facilement s'y inscrire, c'est à peu près partout. Alors là, c'est principalement... Est-ce que c'est lancé déjà? Ça existe? Oui, là, c'est lancé sur le territoire du contrat local de santé. Donc après, vous pouvez bien sûr contacter la collectivité qui pourra vous renseigner sur comment y accéder. Mais oui, en fait, toute personne en situation de fragilité peut y avoir accès. Alors, Jean Lacoste, vous avez parlé en tant que médecin, un petit peu en tant qu'élu municipal ou de l'agglo. On va maintenant vous faire parler en tant que conseiller départemental. Vous prenez la 3e casquette. Le département, c'est un des acteurs majeurs auprès des personnes en perte d'autonomie, notamment via l'APA. On va peut-être en parler plus profondément dans la 2e table ronde. Mais comment vous intervenez auprès des gens? Est-ce que vous avez des dispositifs particuliers auprès des personnes qui sont dans ce premier stade de la perte d'autonomie? Le département, d'ailleurs au passage, je le dis, le département est co-signataire du contrat local de santé majeur, un acteur majeur de ce contrat local de santé, qui est un outil très important. C'est finalement de la planification sur plusieurs années de ce que nous souhaitons faire pour la santé de ce territoire,
quelles que soient les politiques publiques, l'environnement, la petite enfance, les étudiants, les pas cités, mais les personnes âgées, enfin le logement, toutes ces affaires-là. D'abord, ce que je veux vous dire, c'est que le département, notre département, qui est extrêmement volontariste sur ces politiques, ne se refuse aucun domaine d'intervention. C'est-à-dire que, vous allez voir, je vais vous donner quelques éléments. Il y a une phrase qui est très importante dont on devrait se souvenir si on devait, à mon avis, se rappeler de quelque chose. J'aime beaucoup cette phrase, je l'avais citée à un de vos anciens directeurs de l'ARS, qui était M. Lafourcade, qui avait trouvé ça bien. Le traitement, c'est l'échec du dépistage qui lui-même est l'échec de la prévention. C'est exactement dans cette ligne-là que se situe le département. Le département, il va s'occuper de la grande dépendance, on en parlera dans la deuxième table tout à l'heure, mais c'est déjà presque une forme d'échec pour les personnes que nous avons à prendre en charge. Tandis que lorsque le département investit les politiques de prévention, alors là, il est vraiment dans une politique vertueuse, et c'est ce dont nous parlons là. Et le département des Pyrénées-Atlantiques a plusieurs axes de politique en termes de prévention et de lutte contre la perte d'autonomie. Le premier, c'est une structure qui s'appelle la conférence des financeurs. Je ne veux pas être trop technique ici, d'autant que je le serai infiniment moins bien que les techniciens qui sont dans la salle et que je salue au passage. La conférence des financeurs, c'est une structure qui est coportée par le département et par l'ARS, avec un certain nombre de partenaires, la CPAM, des caisses de retraite, les hôpitaux, bien entendu, et qui a pour vocation d'identifier des projets, des programmes de lutte contre la perte d'autonomie portés par des structures associatives, des structures privées. Et le département et l'ARS, cette conférence des financeurs qui est présidée par le département, flèche des budgets sur des programmes de prévention de la perte d'autonomie. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sont des sommes d'argent qui sont allouées par la Caisse nationale de la solidarité. Le département des Pyrénées-Atlantiques a été un des premiers en France à lancer cette conférence des financeurs il y a à peu près 6 ans maintenant. Et nous avons été, j'en suis moi très fier, et les équipes peuvent l'être aussi parce que ce sont elles qui font un excellent travail, nous avons été parmi les départements qui, tous les ans, ont obtenu des sommes croissantes parce que nous les utilisions de façon pertinente. Aujourd'hui, ça représente 2 millions d'euros, c'est-à-dire que nous injectons tous les ans pratiquement 2 millions d'euros dans des projets. Alors, il y en a... Peut-être des petits exemples un peu concrets. Des exemples, c'est de la prévention de chute, ce sont des ateliers mémoire, ce sont des ateliers... tout ce qui concourt à freiner la perte d'autonomie, les piluliers connectés, il y a là des choses qui sont du domaine de l'innovation, les problèmes de la dénutrition. Bon, voilà. Ça, c'est le premier grand axe d'action oui, de travail dire, du parce qu'on a département. souvent l'image des conseils départementaux qui financent très l'APA. Éloigné, très éloigné. Mais vous êtes qui finance l'APA, l'APA. Oui, mais je vais y venir. Mais finalement, il y a un on est un acteur majeur des politiques de prévention, de ces politiques de prévention dans le département, même probablement l'acteur principal. Et ça, je suis content de pouvoir l'expliquer au public qui est là. Le département est un rôle majeur là-dedans. Donc, vous voyez, ce sont des sommes très, très importantes. D'un point de vue en ce qui concerne le maintien à domicile, pardon. Oui, non, allez-y, je vous en prie. Concernant le maintien à domicile, vous parliez de l'APA. L'APA qui est une allocation qui est versée pour aider les personnes à rester dans leur domicile, c'est-à-dire être aidé, rester le plus longtemps possible dans leur domicile avant justement de franchir ce cap qui est celui qui les conduira le plus tard possible vers la table ronde qu'on verra tout à l'heure, qui est celle de la dépendance et de l'EHPAD. 2-3 chiffres. Aujourd'hui, cette aide de maintien de l'autonomie à domicile concerne plus de 11 000 usagers, plus de 11 000 personnes dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Et pour que chacune et chacun se fixe bien les choses, le département consacre en termes de budget 55 millions d'euros par an. 55 millions d'euros par an pour permettre à 11 000 ayant droit d'être maintenus à domicile. Ça concerne le maintien à domicile. Le département a une action très importante aussi dans le soutien aux services d'aide à domicile. Les services d'aide à domicile, ce sont ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui viennent aider les personnes âgées, qui leur font des courses, qui les aident dans leur quotidien, pour lesquels d'ailleurs, on en dira un mot tout à l'heure,
Les métiers sont en tension, on a du mal à recruter. Le département s'est engagé aussi. Le département des Pyrénées-Atlantiques a été un des premiers dans l'Hexagone à lancer une vaste politique de recrutement, de sensibilisation, de communication. Je vous en dirai un mot tout à l'heure de ce qui concerne les assises des métiers de l'autonomie. Mais le département aussi a des actions dans l'habitat pour maintenir les personnes à domicile. Les résidences-services, ce qu'on appelle les résidences autonomie. Le département a mis en place un projet d'habitat inclusif qu'il développe à l'échelle du territoire. Nous avons aujourd'hui 11 projets d'habitat inclusif. L'habitat inclusif, c'est un projet qui consiste pour 6, 10, 12, 15 personnes âgées, quelquefois un peu plus, à avoir chacune leur studio, leur lieu de vie, et à partager des lieux de vie communs et à surtout écrire leur projet de vie en commun. Et pour ce faire, le département des Pyrénées-Atlantiques a mis en place une allocation, une aide qui est une aide à la vie partagée. Oui, tout ça ressemble un peu, je vous coupe parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, et alors je pense qu'on va en avoir beaucoup, mais il faut qu'on avance un petit peu. Cette aide à domicile, on en a parlé avec l'hôpital et avec la clinique Marzé, qui eux aussi travaillent sur l'aménagement intérieur des résidences, pas forcément que des résidences autonomie. Je voulais qu'on parle. Non, mais attendez, je veux dire par là que le département investit tous les champs du possible. Hein. Je pense que le département a un projet de téléassistance, par exemple. C'est-à-dire qu'il s'occupe de ces questions-là pour permettre aux personnes d'être en sécurité chez elles. Donc, nous ne nous refusons aucun champ d'intervention. Hein, c'est un vrai acteur, c'est ce qu'on a compris dans la politique. Vous êtes sur le terrain. Je voulais interroger M. Patruix, parce qu'il y a une question dont on a un peu parlé au début. C'est la question de l'audition. On parle des premiers signes qui permettent d'identifier une entrée dans la perte d'autonomie. C'est pas un hasard si on vous a invité, Monsieur Patruix. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre travail? Comment vous vous y prenez et comment vous identifiez les difficultés de vos patients? Alors, c'est très large. Notre cœur métier, bien sûr, c'est l'appareillage, qui, sur l'adulte et en pédiatrie aussi. Bien sûr, le recul de la dépendance est un sujet qui nous intéresse beaucoup, énormément, depuis 20 ans. J'en parlais tout à l'heure en préambule. On fait des dépistages tous les ans au mois de mars avec les journées nationales de l'audition qui permettent de mettre en évidence des petits problèmes de surdité, naissants ou pas, parfois, et de diriger les gens vers les professionnels de santé qui vont confirmer les dépistages que l'on effectue. Et ça, c'est important. Je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu plus de votre micro. Combien de personnes vous identifiez comme ça par an grâce à ces journées? Alors, c'est très variable, mais chaque année, sur les centres que l'on gère, on a à peu près 400 à 500 personnes qui viennent faire des dépistages naturellement chez nous. C'est plus facile de franchir la porte parfois d'un acteur comme un audioprothésiste qui est plus simple, plus simplifié qu'aller chez un médecin qui va être un peu plus protocolaire. Et donc, ils vont être un peu plus à l'aise chez nous et on va pouvoir les guider, les orienter, parfois juste les suivre, les accompagner et les aider. Docteur Daudier, vous en parliez, l'audition, c'est un des signes de la perte d'autonomie? Tout à fait. Ça correspond à ce qu'on a appelé tout à l'heure les capacités intrinsèques de la personne âgée, au même titre que il va y avoir tout ce qui est au niveau comment ça s'appelle, dentaire, mais également ophtalmologique. Ce sont des choses très importantes. On en parlait avec M. Patruix en off tout à l'heure, avant de débuter. Si vous voulez, une personne âgée qui va être malentendante, c'est quelqu'un qui va avoir facilement tendance à s'isoler, par exemple. Peuvent arriver des symptômes psychologiques, de dépression, avec des gens qui se renferment vraiment sur eux-mêmes. Et on se retrouve avec des symptômes en fait, qui partent vraiment d'une mauvaise audition, quelque chose qui, finalement, quand on en discute comme ça et quand on sait les acteurs qu'il y a, paraît tout à fait banal. Et finalement, on se retrouve avec une entrée dans la dépendance, avec quelqu'un qui va sortir moins de chez lui parce que lorsqu'il est en communauté, il va avoir du brouhaha dans les oreilles. On l'entend souvent dire de la part de nos patients âgés. Et donc, il va s'isoler naturellement. Et en s'isolant, il va faire moins de choses. Il va perdre petit à petit ses capacités. Et on a en fait un vieillissement qui va être un peu accéléré sur un simple, entre guillemets, simple problème de mauvaise audition.
J'ai remarqué, Olivier Patrouille, que les magasins d'audition ont été multipliés comme des petits pains ces dernières années. Peut-être pas aussi vite que les salons de tatouage et les marchands de CBD, mais j'en vois énormément. Est-ce que c'est parce que... Pardon ? Oui, c'est vrai, exactement. Est-ce que c'est parce que les gens entendent moins, qu'il y a un problème d'audition, on le sait, les écouteurs, ça ne doit pas aider, j'imagine, ce genre de choses. Ou est-ce qu'il y a un effet d'aubaine, d'opportunité, là, très, très commercial ? Il y avait... Alors, je ne sais pas si c'est commercial. Enfin, le fait est, c'est qu'il y a un véritable besoin de la prise en charge de la surdité ou de la malaudition. Et on sait très bien que pour les capacités cognitives, c'est très important et c'est essentiel. Et c'est vrai que les généralistes ont un rôle essentiel à jouer là-dessus, et parce que c'est eux qui vont être les premiers dépisteurs des difficultés de communication, et c'est souvent le généraliste qui va orienter soit vers un audioprothésiste ou vers un ORL. Et c'est vrai que ce développement des centres d'audioprothèse, c'est quelque chose qui est très positif pour la prise en charge de la surdité et le recul de la dépendance. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du 100% santé en 2021... Ah oui, alors expliquez-le, vous me l'avez expliqué, ça m'avait échappé. C'est-à-dire que maintenant, ça coûte moins cher, c'est mieux pris en charge. Alors, c'est pas que ça coûte moins cher. Que les lunettes de la Sécu, par exemple. Oui. Il y a une prise en charge, il y a eu une convention entre les pouvoirs publics, la sécurité sociale et les professionnels de santé sur la prise en charge des appareils auditifs, et d'une certaine classification de certains appareils auditifs pour qu'ils soient pris en charge à 100%, un accès aux soins beaucoup plus large des personnes. Docteur Sens, vous entendez, alors si je fais tout ce que je vous ai entendu de me faire, je vais aux ateliers nutrition de je ne sais quelle association, j'ai fait venir les services, je ne sais pas si c'est les services du conseil départemental d'ailleurs, pour voir chez moi à mon domicile si j'ai les bons, je vais me faire appareiller si j'ai des difficultés d'audition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre finalement de très concret qui permet de retarder la dépendance si véritablement on peut la retarder Alors très concrètement, en fait, c'est d'être toujours dans l'activité. Quelque part, c'est de maintenir vos capacités et de prendre soin de vous. Donc il y a 3-4 axes fondamentaux et qui marchent à tout âge en fait. Donc on prépare l'âge plus âgé très tôt dans la vie. Premièrement, le côté physique, bien évidemment, faire de l'activité physique. Alors c'est pas forcément préparer les Jeux Olympiques ou faire des matchs de hockey tous les 4 matins, ça c'est pour ma passion, c'est plus d'avoir une activité régulière. Même si jusqu'à 50 ans, vous n'avez fait aucun sport, ou 60, il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc ça c'est vraiment le premier message à faire. Du sport. Du sport, activité physique. Activité physique. Oui, enfin voilà, vous n'allez pas vous mettre à courir si vous n'avez jamais couru. Hein. Mais quelque chose qui est régulier, fréquent, c'est vraiment ça l'important, pas l'intensité. Je fais vite. Donc, 3 fois par semaine, 20 minutes pour la version francophone, une demi-heure, 5 fois par semaine pour la version anglophone. C'est-à-dire si vous ne parlez pas français, il faut faire une demi-heure, c'est ça? Vous choisissez, c'est open bar, vous choisissez. En tout cas, c'est à votre rythme. La marche, déjà, c'est un excellent exercice. Activité physique, c'est de l'activité musculaire, par exemple la marche, et travailler l'équilibre, la posture. C'est fondamental. Ensuite, vous avez tout ce qui est alimentation. Contrairement aux idées reçues, c'est pas parce qu'on vieillit, c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on ne doit plus manger, ou que c'est pas grave de sauter un repas, ou que ce n'est pas grave de ne pas manger de protéines. Bien au contraire. Donc ça, c'est vraiment je dirais le plus important. S'il y a un message à retenir, vous avez besoin de manger des protéines, même si vous avez 80-90 ans, même encore plus, parce que le métabolisme change. On dit que pour éviter une fragilité, il faut minimum 1 gramme de protéines par kilo par jour. Et c'est encore mieux si c'est dispatché sur les 3 repas. L'hydratation.
Voilà, je vais vous couper parce qu'il y a d'autres médecins. Et Oui. je suis sûr qu'ils vont compléter votre propos. Monsieur Lacoste, vous vouliez parler Oui, tout je à l'heure. voudrais juste. En fait, Peut-être c'est sur très l'audition. simple. C'est ce qu'a dit Donc Issa. on retient le sport et l'alimentation. C'est On très a déjà simple. les deux Alors, premiers. Hein. Je ne connaissais pas cette histoire de 5 fois une demi-heure chez les anglo-saxons et 3 fois chez les non-anglo-saxons, parce que moi j'avais comme référence pour les anglo-saxons Churchill, qui n'était pas un adepte de... Hein, vous Au savez départ, ce qu'il si. disait, Au voilà, hein. départ, si. C'est une légende, ça. À qui on demandait pourquoi il avait si bien vieilli, et il répondait no sport, ce qu'il ne faut pas écouter du tout. Mais c'est très simple. Qu'est-ce qui rend heureux? Qu'est-ce qui rend heureux? Très bonne question. Je vois Eric L'activité, Dornès qui veut couper la table ronde. Là, on prend 2 heures de plus. l'activité, Non, c'est dès qu'on me pose cette question, évidemment, je réagis. Allez-y. l'activité rend heureux, c'est-à-dire avoir des contacts avec les gens autour de soi. La vie culturelle rend heureux. Les voyages, ça rend heureux. Les relations avec les autres générations. Donc, c'est Lire le tout journal. simplement ça qu'il faut faire. Il faut se lever le matin, aller marcher. Si vous n'avez jamais fait de sport jusqu'à 60 ans, ben, vous faites 3-4 km par jour et puis c'est très bien. Vous vous inscrivez dans un club, vous allez faire des voyages avec des gens que vous appréciez. Le soir, lorsque nous mettons en place, et là c'est avec ma casquette d'adjoint à la culture de la ville de Pau, une saison théâtrale, une saison culturelle, vous allez au concert, vous allez au concert, vous allez fabriquer, ils vont vous le dire, des bonnes endorphines qui vont vous rendre heureux. Et tout ça, ça va faire que vous allez faire fonctionner votre cerveau. Mens sana in corpore sano, c'est-à-dire qu'il faut lire, il faut être actif, il faut suivre l'actualité, voilà. Et c'est très important ce que vous disiez concernant l'audition. Alors moi je suis moins sûr que ce soit les généralistes qui fassent le dépistage, c'est plutôt les conjoints qui font le dépistage des gens qui n'entendent pas bien Mais des fois, et qui sont vous de savez, précieux relais pour nous. Vous savez ce qu'on dit, il n'est pire c'est sourd très que important. celui qui ne veut entendre. Donc ça, je ne sais pas si c'est Mais les ça, meilleurs c'est- voilà. diagnostics. Mais c'est très simple en fait. Il faut dire à nos amis qui sont là que c'est très simple. Il faut marcher, aller faire ses courses au marché, discuter, aller au concert, aller au théâtre, aller à la médiathèque, faire des voyages. C'est voilà, manger comme il faut, sans être un ayatollah de la Un diététique. dernier mot, merci pour ces conseils. Un dernier mot peut-être au docteur Daudier. Donc on a le sport, on a l'alimentation, les interactions, la culture, les voyages. Je vais juste revenir sur l'importance du sport. Nous rentrons de congrès avec le docteur Sens là, il n'y a pas très longtemps. Juste vous dire, pour que vous donniez l'importance en fait, de l'activité physique, le département va être choisi dans les mois à venir pour un grand projet d'activité physique adaptée sur un programme international via le CHU de Toulouse. Un programme qui est transfrontalier entre la France et l'Espagne. Et tout est fait, alors on n'a pas encore les protocoles, mais tout est fait en fait pour la mise en place d'activités physiques adaptées chez des seniors qui ont été préalablement repérés, transfrontaliers, et sur les 7 départements, c'est pour vous donner quand même l'importance de l'activité physique, qui est à mon avis une chose très importante. Voilà, Vous voulez rajouter un dernier mot, Jean Lacoste? Prenez un micro. Prenez un micro. Il y a un mot Parce que qu'on par n'a pas contre, dans évoqué. notre métier, il faut des J'ai- micros pour arriver à se faire entendre. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait faire de l'activité physique, vous m'avez relayé, culturelle. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il faut aussi aimer. Et ça permet de vieillir vieux. Aimer. Eh bien, Je vois que tout le monde hoche la tête. Sur ce conseil, sur cette pensée philosophique, je vais demander à la salle de faire une activité physique en vous applaudissant comme vous le méritez. Merci beaucoup pour cette première table ronde, où nous aurons finalement terminé par un sujet qui pourrait être proche d'ailleurs de l'examen de philosophie, qui a, mine de rien, encore toujours un petit peu de valeur. Merci à tous nos invités, merci à vous de nous avoir suivis. Alors lundi, on va se retrouver sur les sites internet de La République et de Sud-Ouest avec une suite directe à ce qui a été dit dans cette table ronde, puisque après avoir parlé de la perte d'autonomie dans la première table ronde, on va évoquer maintenant la dépendance. Lundi prochain, comment on y vient, à qui s'adresser, comment la galaxie médico-sociale béarnaise peut nous accompagner, comment les aidants peuvent être soulagés, comment aborder le déménagement vers un EHPAD. Toutes ces questions seront abordées lundi avec un nouveau panel d'invités que nous retrouverons ici même au Palais Beaumont où sont enregistrées ces webconférences. Très bon week-end, à lundi.